Bonjour à tous, donc il est 15 h, on va pouvoir démarrer. Pour commencer, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans la section chat et Q&A. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Je vous souhaite donc une excellente session et Mathieu, je te laisse la parole. Merci Farok. Alors je pense qu'on m'entend bien, je vais remettre en plein écran. Donc effectivement, l'idée de ce webinaire, c'est de parler un petit peu des acteurs de la BI et d'essayer de vous donner des petits trucs et astuces en termes de faiblesse, force, fonctionnalité, esprit de plateforme. Et on parlera aussi un petit peu de prix pour pouvoir vous donner un petit peu les tenants aboutissants de plutôt vers dans quelle direction aller, pour quelle utilisation, etc. etc. Donc voilà, l'idée c'est de parler sur ce webinaire autour de la partie, ce qu'on appelle Analytics. Donc bonjour, je suis Mathieu Rondeau. Aujourd'hui, je suis directeur de la partie innovation au sein de Midral. Pour faire très simple aujourd'hui, Midral, qui on est là pour vous aider à mieux valoriser et à mieux monétiser vos données. L'idée, c'est quoi? Vous êtes en règle générale, vos clients ou vos collaborateurs sont le petit personnage qu'on a symbolisé à droite aujourd'hui, qui va se poser des questions. Il va se poser des questions sur derrière, est-ce que son business fonctionne? Est-ce que je tiens bien au courant de l'évolution des chiffres, mes commerciaux, mon activité, etc. etc. Donc c'est vraiment une prise de décision très sensible et stratégique pour essayer d'aller dans le bon sens aujourd'hui de son business. Donc des questions très business. Donc on va vous aider pour répondre à ces questions business. Souvent, on a besoin d'aller collecter la donnée, nettoyer, enrichir, transformer. On peut ajouter un petit peu de data science aujourd'hui, si on veut se poser des questions un petit peu nouvelles, forecaster des choses, prédire du churn par exemple aussi, en faisant du pré-traitement, de l'apprentissage et derrière de la prédiction. Et ensuite, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans une entreprise, tout le monde ne va pas consommer la donnée de la même façon. Donc l'idée, c'est d'être capable aujourd'hui d'appréhender aussi cet angle d'attaque, un petit peu la data vise qu'on entend parler, à travers reporting, dashboarding, des choses aujourd'hui que au quotidien, beaucoup de gens font depuis la nuit des temps, et d'aller vers du storytelling ou du data journalisme. Donc c'est l'idée d'aller crescendo pour illustrer un petit peu et scénariser l'information pour qu'on ait une adhésion des utilisateurs ou des adhésions des personnes à qui vous allez diffuser l'information pour qu'ils puissent prendre une décision et que ça soit beaucoup plus simple et plus intuitif pour lui et visuel. Donc ça va vraiment être ça, Midral aujourd'hui sur cette partie-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un benchmark en 4 rounds. On va aujourd'hui symboliser un peu ce match de boxe aujourd'hui pour être capable un petit peu à travers 4 rounds d'être capable aujourd'hui de benchmarker un petit peu tous les acteurs de la BI du marché. Alors j'espère qu'on ne sera pas KO dès le premier ou deuxième round, bien sûr. Donc premier round, ça sera une présentation du marché. C'est quoi aujourd'hui effectivement ce marché de l'analytique? Le deuxième round, quelque chose où on va parler plutôt force, faiblesse, ergonomie, performance. Un troisième round où on parlera aussi de la vision du futur, ça c'est important dans le choix que vous aurez peut-être à faire demain. Et le quatrième round, ça sera le round où peut-être vous me mettrez KO pour poser des questions aujourd'hui autour du marché un petit peu de l'analytics. Alors, premier round, sans plus attendre, pour commencer, une présentation un petit peu du marché de l'analytics. C'est vrai qu'on entend parler beaucoup de BI, de self-service BI, de reporting, dashboarding, et tout ça, ça symbolise en règle générale par ce qu'on a appelé un petit peu le marché de l'analytics. Le marché de l'analytics, aujourd'hui, il est souvent symbolisé par le fait d'accéder de façon plus simple et plus intuitive, et des fois de façon un petit peu à la demande, à la donnée, à des indicateurs, à de l'information sur lequel on va pouvoir avoir un axe et un angle d'attaque. Aujourd'hui, ce marché, contrairement à un petit peu ce qu'on avait il y a quelques années autour de la BI, qui était plutôt BI, on va appeler, sans caricaturer et mauvais esprit, de la BI un peu plus traditionnelle, en règle générale, elle est plus directe. On a une vue globale qui tend vers du temps réel de l'activité et des informations pertinentes, importantes qu'on va avoir. Elle est plus cohérente parce qu'elle va être au plus près des outils de référence, avec de la gouvernance et avec derrière des connexions vers l'information directe. Plus large parce qu'on va derrière être capable
d'augmenter l'activité, de croiser de la RH avec de la finance, avec du market, pour essayer vraiment d'avoir des leviers de transformation, des leviers d'amélioration dans l'entreprise. Plus vite, aujourd'hui, voilà, c'est des outils qui sont faits, c'est un marché qui est fait pour qu'il soit dans de la base de données, dans du stockage ou dans de la visualisation, qui est fait pour accélérer l'accès à cette information et la création des indicateurs. Et d'aller aussi encore plus loin, puisque ce volet qu'on entend parler un petit peu partout de data science, dans le marché de l'analytique, est là pour essayer de projeter la personne, le collaborateur, à essayer d'anticiper des phénomènes dans l'entreprise. Donc voilà, ça va être un petit peu ces 5 caractéristiques qui vont un petit peu être les bénéfices aujourd'hui de ce marché de l'analytique qui maintenant est présent un petit peu plus autour d'il y a une petite dizaine d'années. Alors, comment on choisit aujourd'hui dans ce marché de l'analytique qui est composé de produits de type infra, stockage, indexation, de type application d'entreprise, CRM, etc., et plutôt orienté sur la data vise. Vous voyez qu'aujourd'hui, voilà, je vous ai représenté un marché assez colossal. Alors, si on fait un focus un petit peu sur l'analytics en global, ça nous laisse quand même pas mal de choix à faire. Donc, l'idée, c'est de se dire, demain, voilà, moi, quels sont les vecteurs qui peuvent m'aider à choisir un petit peu les directions que je vais prendre pour un projet que je souhaiterais mener. Alors, je vous en ai aujourd'hui symbolisé un peu deux par ces 2 logos aujourd'hui, qui sont le Gartner et le BARC. Aujourd'hui, ces deux sites, ces 2 entreprises sont assez novatrices dans l'analyse de ce marché, l'analyse du marché de l'analytique, pour essayer de catégoriser un petit peu tous ces acteurs. Et notamment le Gartner, que vous connaissez peut-être beaucoup, sur lequel on s'appuie très souvent, c'est le Magic Quadrant, qui nous permet aujourd'hui d'un petit peu de regarder, j'en ai un exemple avec le dernier de cette année en 2020, de regarder comment ce marché de l'analytics, là on s'est focalisé sur analytics et plateforme BI, d'être capable de dire, voilà, je sais qu'il y a des regroupements vers des challengers, il y a des niche players, peut-être spécialisés dans de la donnée RH, par exemple. Il y a des visionnaires, des gens qui se disent, ces produits sont peut-être, on parle de Natural Language Processing, etc., sont peut-être demain les vecteurs qui vont pouvoir être les marchés des leaders qu'on retrouve aujourd'hui en haut à droite, des leaders du marché de l'analytique, qui sont symbolisés par Microsoft, Tableau, Qlik et SoundSpot, qui est présent aujourd'hui dans ce marché. Donc on a 4 acteurs aujourd'hui dans ce marché des leaders, et on va faire un focus un petit peu sur ces leaders pour un petit peu détailler leur offre, les avantages, les faiblesses qu'on va pouvoir avoir. Là, vous avez une vise un petit peu sympa de Sarah Burnett qui classifie un petit peu le Gartner depuis un petit peu plus de 10 ans pour voir. Aujourd'hui, j'ai fait un focus sur Tableau, Qlik et Microsoft parce que ça reste aujourd'hui des acteurs qui sont dans la partie soit leader, soit challenger et qui ont eu une évolution certaine dans ce marché de l'analytique et qui l'ont fait évoluer aujourd'hui à chacun un petit peu à sa mesure pour aller dans des directions un petit peu façon self-service sur la partie tableau, in-memory avec Qlik et Power BI plutôt autour de la partie reporting. Donc aujourd'hui, voilà, le focus qu'on va se faire à travers ce Gartner qui nous classe les meilleurs en termes de leader. On va se focaliser pour le moment dans la partie leader. On va se focaliser sur les 3 qui ont aujourd'hui une croissance en termes de leader et qui lead ce marché depuis déjà donc des piliers très assis sur ce marché de l'analytics depuis plus de 10 ans pour travailler sur ça. Donc aujourd'hui, le vainqueur de notre premier round, c'est la partie Power BI de Microsoft, QlikView, QlikSense de la solution Qlik, et la partie tableau avec les différentes plateformes qu'on détaillera bien sûr par la suite. Donc c'est voilà, le focus aujourd'hui va être positionné sur ces 3 leaders du marché pour pouvoir essayer de décortiquer un petit peu comment se passe l'offre de chacun et surtout se donner des petits trucs et astuces pour pouvoir choisir en toute âme et conscience. Alors, on va passer au deuxième round qui va, lui, être plutôt un round un petit peu de force et faiblesse de ces outils. Ça va être vraiment l'idée de détailler et de descendre un petit peu dans leur plateforme aujourd'hui, puisqu'ils sont tous les 3 symbolisés par une plateforme, pour pouvoir voir un petit peu est-ce que derrière, dans vos SI,
dans vos cas métiers pour vos utilisateurs, lequel pourrait aujourd'hui faire sens dans le futur. Alors tout d'abord, je vais commencer par Power BI, un produit bien connu de chez Microsoft. Alors son offre aujourd'hui, un petit peu plateforme, va se décliner sous 4 grandes catégories aujourd'hui, la partie Power BI Desktop, la partie Power BI Services, qui va être là pour la publication soit dans le cloud ou dans l'on-premise, des apps mobiles, de la mobilité, et de la partie avec aussi planning, être capable de gérer un peu plus en détail des fonctionnalités avec l'achat de Kepio, qui vont vous permettre aujourd'hui d'accéder à la donnée, qui vont vous permettre de publier la donnée, que ce soit sur leur offre on-premise avec Windows Server ou la partie cloud bien connue avec Azure, tout ça avec un point central au milieu qui est le data warehouse de votre entreprise. Donc, ce qui veut dire que déjà, on va regarder dans un premier temps, dans l'offre, bien sûr, tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est issu de recherche sur les sites internet, donc dans l'offre qu'ils proposent, donc plutôt un positionnement en disant vous avez un data warehouse dans votre entreprise, on va aujourd'hui s'appuyer sur ce data warehouse pour publier un certain nombre d'informations. La partie de tableau, aujourd'hui l'offre tableau, qui aujourd'hui s'enrichit aussi de jour en jour, va s'appuyer sur, pareil, de l'on-premise, du cloud, donc ils sont tous les deux dans déjà, et tous les trois tout à l'heure dans une position très hybride à l'intérieur, sur du Linux, du Mac ou du Windows à l'intérieur. On va avoir bien sûr du multi-tenant aussi quand on va vouloir de la haute disponibilité, et ça va s'appuyer sur des choses crescendo qui vont être de la collaboration, de l'analytics, de la découverte de données, du catalogage, de la gouvernance, de la prep et de l'accès à l'information par rapport à pas mal de connecteurs. Et on va retrouver tout en haut ce front-end qui va être de l'offre desktop, de l'offre browser, de l'offre mobile et une petite particularité qui va être de l'offre aujourd'hui embedded, donc la capacité d'encapsuler, la capacité d'avoir une analyse embarquée dans vos systèmes d'information. Et tout ça sur un vertical qui est de la capacité d'étendre les choses avec des API et de la sécurité, bien sûr, puisque ça s'intègre, bien entendu, dans un monde sécuritaire aujourd'hui pour vos infrastructures. La solution Qlik aujourd'hui va être aussi une solution où on va pouvoir se connecter à un certain nombre d'informations. On retrouve le data warehouse que vous avez en haut à gauche, mais on va retrouver aussi des choses un peu plus différentes qui vont être des fichiers à l'intérieur de tout type aujourd'hui avec des connecteurs, des apps, voilà, on va avoir ça, de la partie mainframe, tout ça pour avoir différentes couches de catalogage, des couches de gouvernance, de management de la donnée, pour aller vers derrière la partie application, donc la visualisation de l'information. Donc on va retrouver une plateforme orientée sur ça. Alors, qui représente aujourd'hui, vous en apercevez un petit peu quand même, des similitudes aujourd'hui avec beaucoup de connexions, beaucoup de préparation et beaucoup de visualisation. En termes de, aujourd'hui, ce qu'on va appeler la performance, elle est orientée, cette performance, sur plusieurs choses. On ne va pas parler là de performance, je dirais, technique, on en parlera un peu plus tard, mais là, ça va être la performance d'être en capacité de créer ces indicateurs, d'être en capacité d'en disposer et cette appétence de travailler sur ça. Alors, sur toutes ces petites choses, forces et faiblesses là, qui vont suivre, aujourd'hui, je vous ai mis en bas à gauche, bien sûr, la source de l'analyse que j'en ai faite de ce marché à travers le Gartner et à travers Edusbar, qui permet aujourd'hui d'asseoir un petit peu cette organisation de force et de faiblesse. Donc, aujourd'hui, en termes de performance, on sait que voilà, Power BI fait de la partie effectivement visualisation. On sait que l'interface tableau est beaucoup plus user-friendly, non-technical, donc no coding, ce qu'on appelle très souvent no coding. Sur la partie Qlik, historiquement, il y a un peu plus d'appétence à faire de la partie du développement via des langages un petit peu simples, néanmoins, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce marché en termes d'accès à l'information et de simplicité à créer ce tableau de bord, Tableau a une petite longueur d'avance. Sur cette partie interfaçage, donc là on parle de pure interface aujourd'hui pour créer toujours ces indicateurs, mais appréhender quand un utilisateur arrive la première fois sur l'interface pour créer ses dashboards, on a aussi aujourd'hui une interface très intuitive sur le côté tableau, qui reste assez différente aux alentours, toujours en drag and drop aussi par rapport à Qlik, et derrière sur Power BI, une interface aussi intelligente. Néanmoins,
Ce qu'on remarque, c'est que là encore, un petit peu avec sur le volet gauche, là on va retrouver les dimensions et les mesures, une simplicité pour un utilisateur d'appréhender pour la première fois, on parle de première marche à la création d'indicateurs, hein, un utilisateur non formé, on parle encore un petit peu d'une avance autour de tableaux sur des utilisateurs bien sûr un peu plus métiers sur ce secteur d'activité-là. L'idée ici sur l'environnement autour qu'il va générer ou un certain nombre de capacités où il va pouvoir s'interfacer. On a du R et du Python sur Tableau. Power BI est sur sa version desktop assez simple pour aller chercher un certain nombre d'informations. Qlik va avoir une partie dev et une partie publisher, ce qui va aujourd'hui lui donner dans cet angle d'approche un avantage pour pouvoir aller derrière sur ce front-end, chercher de l'information et publier. Le publisher permet d'aller diffuser en masse de l'information, ce qui aujourd'hui sur cette partie-là, publication, je dirais, de façon par exemple PDF natif, ça va en générer avec des mises en forme qui sont assez bluffantes à l'intérieur. Sur l'apprentissage aujourd'hui sur cette partie-là, donc on a Power BI qui est très proche d'Excel, ça c'est une force aujourd'hui en termes d'appréhension. On a une partie Qlik orientée très data science aujourd'hui, hein, avec des bagages, parce qu'on parle un petit peu de code à l'intérieur, d'introduire du code dans cette information. Et on a un tableau où il y a, pour le moment, sur cet apprentissage, pas besoin de plus de bagages, entre guillemets, à l'intérieur. Donc aujourd'hui, ce round est plutôt orienté sur Tableau quand on veut vouloir l'appréhender en termes de qu'est-ce que j'ai besoin comme bagage. Voilà, c'est en règle générale, soit Power BI, on a besoin de bien connaître Excel quand même, Qlik avec cette connotation un petit peu technique et un petit peu code qu'on va mettre à l'intérieur, il faut avoir un bagage un petit peu plus scientifique, si je puis dire, là où Tableau, dans cette première marche d'appréhension, va rester plus simple d'appréhension. En termes de version, Power BI a une version gratuite aujourd'hui et la version pro avec des paiements mensuels. Tableau, pour le moment, la seule version gratuite est une version Reader qui permet d'aller publier sur Tableau public notamment. Alors Tableau Reader, non, Tableau Reader permet simplement de consommer de l'information qu'on va lui avoir créée, sinon ça va être Tableau public pour avoir la création gratuite pour publier vers une communauté. Le mode serveur est aussi lui en licence, là où Qlik a une version toujours Personal Edition qui va être capable d'ouvrir l'intégralité des fonctionnalités sans avoir pour le moment besoin de licence sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, voilà, Power BI, vu qu'il a ce point d'entrée assez gratuit dans sa première version avec beaucoup de fonctionnalités, va aujourd'hui sur ce mode un petit peu d'approche du marché, avec ce mode gratuit, va être capable de capter plus simplement les utilisateurs. Qlik s'en rapproche aussi derrière, à l'intérieur aussi sur sa version personnelle, mais il y a un petit levier un petit peu différent sur Qlik, c'est que cette version personnelle n'est que pour vos propres dashboards, vous ne pouvez pas les partager. Là où Power BI a un petit peu plus d'avance sur ça. Sur cette partie un petit peu de rentabilité, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure sur le prix, sur cette partie de rentabilité. En fait, Power BI, c'est assez agressif sur cette partie-là. On sait que Tableau peut s'apparenter assez compliqué et aussi agressif en termes de prix, plutôt vers la hausse aujourd'hui. Et Qlik aujourd'hui va être capable d'être dans une dynamique assez gratuite de départ et d'être possible d'avoir de la scalabilité pour pouvoir avancer sur ce marché. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la connotation du marché fait que beaucoup de tendances, on verra tout à l'heure un petit peu ce détail quand même, mais on verra que Power BI a une petite longueur d'avance quand on parle sur cette partie rentabilité. Après, tout dépend du calcul, bien sûr, et à quel horizon on la calcule. Mais il y a cette petite longueur d'avance qu'il faut avoir en tête néanmoins, mais ça va dépendre aussi des paramètres qu'on verra un petit peu plus tard. Aujourd'hui, sur
cette partie un petit peu organisation, connexion sur ça. Les trois vont avoir des accès assez faciles aujourd'hui à cette information, avec des connecteurs, avec de la scalabilité, avec de la partie tiers applicatifs qui sont capables, qu'on peut voir dans les infrastructures. Donc en termes d'architecture, ça se rapproche assez organisationnel sur ça. Une partie, tout à l'heure, je parlais de la performance. Là, on va rentrer dans cette performance un petit peu, voilà, comment j'appréhende la rapidité d'analyse de mes chiffres, la rapidité d'information. On parle de partie native sur ça. C'est assez, on a quelque chose d'assez smart sur cette partie de Power BI. Le tableau va dépendre un petit peu de la RAM et surtout de la vitesse du dataset, donc du moteur de connexion qu'on va utiliser aujourd'hui. Et Qlik, lui, va avoir cette in-memory, bien que maintenant il soit un peu hybride sur ça, mais in-memory sur le fait de charger l'information et ensuite de véhiculer dans cette mémoire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un isopérimètre en termes de nombre de lignes et de contenu, de complexité, je dirais, de calcul qu'on va pouvoir faire, la partie in-memory sur un même nombre va aujourd'hui, pour le moment, rester assez en amont sur cette partie tableau. On verra que après ces petites choses peuvent bien sûr se corriger avec plein de choses qu'on va pouvoir mettre autour, les fichiers Hyper pour tableau, des bases de données avec de l'indexation côté Power BI pour avoir des perfs un petit peu différentes. Là, l'idée, c'était de benchmarker uniquement sur ce côté un petit peu isopérimètre aujourd'hui sur des volumes moyens d'information. Aujourd'hui, sur cette partie de positionnement et d'intelligence, entre guillemets, et de customer satisfaction, de satisfaction cliente sur les forces et faiblesses de Power BI, on se rend compte aujourd'hui que les utilisateurs sont assez satisfaits de cette partie. On a de l'intelligence visuelle, la data vis est plus simple et plus facile à comprendre dans cette partie un petit peu de tableau. Cette partie Power BI permet quand même d'avoir une ouverture sur beaucoup de produits et surtout d'être en capacité de plus facilement les appréhender en termes de scalabilité. Donc aujourd'hui, sur cette partie, on serait sur un match à égalité entre la partie Power BI et tableau. Alors là, quelque chose qui je souhaitais un petit peu vous présenter sur des exemples de vise, bien que bien sûr, hein, là on est sur des exemples de vise qui ne demandent pas de code, hein, c'est ça qui est important, toujours de se positionner à isopérimètre. On le verra tout à l'heure dans les conclusions aussi, hein, c'est bien que là on benchmark en ce moment d'information, il faut toujours regarder par rapport aussi à votre besoin, ce que vous pourriez prétendre et faire et la population que vous souhaitez adresser. Donc là on a trois types de vises un petit peu différentes. On voit qu'un petit peu Power BI et Qlik se rapprochent en termes de vises natives, hein, du drag and drop. Là où Tableau, nativement, avec des objets plus orientés images, sans code, on va pouvoir aller vers des choses un petit peu type infographiques qui vont tendre vers de la partie dynamique. Donc voilà, là c'est de l'appréhension un petit peu à vous, tout à chacun, de vous dire voilà, quelles sont un peu la force de graphique, je dirais, la force de la vise sur cette partie un petit peu Power BI, Qlik et Tableau. En synthèse un petit peu sur ces forces et faiblesses, vous avez vu tout à l'heure toute la partie organisation des matchs. On a aujourd'hui sur la partie Power BI 4 matchs gagnés, sur Tableau on en est à 5 et sur Qlik on en est à 3, donc de pas beaucoup d'avance. Tableau aujourd'hui sur ce match de force et faiblesse va aujourd'hui gagner ce match, mais encore une fois, regardez dans chaque distinction, dans chaque positionnement, comment ça s'est passé, et ça en revient de toute façon à chaque fois un peu à discussion dans votre business que vous en auriez besoin. Mais voilà, on parle de plus simple et intuitif aujourd'hui sur cette partie tableau, Power BI agressif au niveau du prix,
Et effectivement, ce côté in-memory sur Qlik permet cette longueur un petit peu d'avance sur isopérimètre en termes de données. Une petite synthèse un petit peu, là, ce que je vous ai proposé, c'est une petite synthèse sur nos 3 produits, Power BI, QlikView, QlikSense et Tableau Software, sur 5 grands thèmes: fonctions graphiques, fonctions analytiques avancées, fonctions de cloud, le prix et les informations supplémentaires. Alors, toutes les versions aujourd'hui de Power BI, Qlik et Tableau évoluent très très vite, ce qu'il faut savoir. Donc il y a des petites choses qui ont aujourd'hui un petit peu bougé, notamment si vous regardez les fonctions analytiques avancées sur la partie donc, support de langage R, aujourd'hui sur cette partie de Power BI portée par SQL Server. Tableau a maintenant, il l'avait prévu, on voit dans le slide, dans le futur, mais aujourd'hui intègre R et Python nativement, là où Qlik le fait déjà. Le clustering aussi, Tableau a aussi son clustering. Il y a des ouvertures d'API qui ont été implémentées sur la partie Qlik et sur la partie Power BI. Toute cette partie un petit peu de data science s'ouvre grandement. Alors ils sont tous les 3 leaders, ce que je disais, hein, dans le Gartner depuis déjà pas mal d'années. Le positionnement de prix aujourd'hui assez agressif. Voilà, je vous laisse le regarder. On est sur un peu moins de $10 par utilisateur par mois pour du Power BI. Sur Qlik, vous avez du token à l'intérieur avec des modèles d'utilisation avec des utilisateurs limités qui existent, bien sûr. La version cloud qui existe directement, on peut fonctionner directement sur le cloud. Tableau a aussi la partie cloud, les serveurs et un desktop. Ils sont tous les 3 en mode abonnement aujourd'hui sur ça. Donc après, on a des capacités cloud, ils sont hybrides. La limite un petit peu de stockage, vous la voyez, limitée un peu aux alentours de 10 gigas dans un premier cost, aujourd'hui dans un premier prix sur Power BI, aux alentours de 500 gigas pour Qlik, et on est à 100 gigas sur la partie stockage pour Tableau aujourd'hui sur ça. Donc voilà, un petit peu sur le cloud, ils sont tous les 3 déployés aujourd'hui à travers différentes capacités, Azure, Tableau Online et la partie QlikSense Online, qui permettent voilà, de se poser aussi la question, est-ce que l'infrastructure, comment vous voulez faire porter l'infrastructure au quotidien pour pouvoir avancer sur ça. Ce que je vous propose aussi, ce que je vous ai glissé aujourd'hui ici, c'est un cas client aujourd'hui qu'on a eu il y a quelques temps d'une personne dans un client dans la logistique qui s'est posé la question aujourd'hui sur Tableau entre guillemets versus Power BI. Alors, ce qu'il a retenu, c'est Tableau comme étant quelque chose qui va faciliter l'utilisation, plus facile et intuitif à utiliser sur le périmètre qu'il voulait utiliser. Des data viz interactives plus simples à mettre en place, le partage d'informations aussi plus simple en termes d'infrastructure à organiser. On pouvait croiser très simplement plusieurs sources de données à l'intérieur sur cette partie-là. Il avait pour le moment regardé aussi par rapport au Gartner, et les seuls qu'il avait positionnés, c'était Tableau et Power BI, donc il avait pris les 2 plus hauts aujourd'hui dans la partie Gartner. Il a regardé la partie sécurisée, il semblait pour lui que ce soit plus sécurisé, et que ce soit un peu, il manquait de 3, dans Tableau on pouvait faire des choses un petit peu différentes, de la navigation avec les boutons, des images, des PDF. On avait des accès qu'on pouvait restreindre à l'utilisation, ne voir que ses propres données, mais toujours dans un mode très interactif et très simple à mettre en place, pas de sécurité pour ce qu'il voulait en faire dans des mesures à le faire sur des projets de 1 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, c'était ça qu'il regardait, segmenter l'information. Ce qui l'a aussi beaucoup intéressé aujourd'hui, je vous délivre aujourd'hui ce que lui avait mis en avant, c'est vraiment, j'ai repris stricto sensu ces slides, c'est vraiment pas les miens sur ça. 2 axes aujourd'hui qui l'ont beaucoup intéressé, ça a été les infobulles interactives dans cette partie tableau, cette capacité de contextualiser à un point donné et d'avoir un détail, mais un détail simplement aussi interactif, comme vous voyez à gauche. Et cette partie aussi, puisqu'il était dans la logistique, cette partie un petit peu de calcul de zones de chalandise qui sont symbolisées par les ronds, mais qui ne sont pas que des calculs, on va pouvoir les utiliser aussi comme des filtres. Donc là aussi, pour lui, c'est données de type capacité géographique
l'a beaucoup intéressé dans son choix. Donc son choix a été porté sur ce que je disais tout à l'heure, de la simplicité, de la sécurité et de la scalabilité. Et aussi, ce qui a un petit peu changé la donne sur ça a été des fonctionnalités que lui avait besoin. C'est aussi ça, faire un choix d'un produit aujourd'hui Analytics. Quand on les compare, on peut toujours dire, il y en a un, la mobilité, c'est un peu mieux que l'autre, ce graphique, il est un tout petit peu mieux, là, les bouts sont arrondis, ok, très bien, mais à un moment, il faut aussi se battre sur les forces et les faiblesses dont vous avez besoin. Lui, aujourd'hui, deux capacités qu'il avait retenues, où il avait vraiment un besoin, et dans les produits tiers, ce qu'il a regardé, c'était moins le cas, c'était ça, ce côté géographique qui a été ce game changer, et ce côté un petit peu infobulle. Donc voilà, on peut toujours regarder que d'autres faisaient peut-être des choses différentes, mais il n'en avait pas le besoin. Il n'avait pas le besoin de cette fonctionnalité. Donc un benchmark ne doit pas forcément aussi s'arrêter à comparer de 1 à 1 chaque fonctionnalité. C'est comparer chaque fonctionnalité par rapport à votre propre besoin et à ce qui peut aujourd'hui au quotidien vous permettre de prendre des décisions, d'analyser l'information et d'aller plus vite sur ça. Donc il avait vraiment regardé aussi cette librairie très graphique ou fonctionnalité simple à mettre en place. Bien sûr, il a fait une analyse de coût sur cette partie-là. Alors, on dit souvent pour BI, c'est effectivement très simple et agressif au départ en mode gratuit. Alors après, voilà, dans son exemple à lui, dans le périmètre qu'il en avait, aujourd'hui, il avait quand même son Power BI lui coûtait aujourd'hui autour de plus de 40K par an en environnement. Il devait, pour des questions de performance, scalabilité, en rajouter un autre. Donc, il multipliait dans les abonnements qu'il lui avait par 2 ce coût à aujourd'hui sur cette partie-là. Là où, avec cette distinction un petit peu sur Tableau, pareil, de regarder en fonction de son besoin, le mode un petit peu simplement des personnes qui ne feraient que de la consommation, ce qu'on va appeler, là dans l'exemple viewer Tableau, et ben, ça lui permettait aujourd'hui d'être plus compétitif sur le marché et de proposer, puisqu'il est dans la logistique et aujourd'hui dans le marché automobile, ce qui est un marché en pleine complexité aujourd'hui, au jour où le Covid commence à se rouvrir, mais c'est un marché très complexe. Là, ça va lui permettre demain de proposer des vises à ses partenaires, clients, de façon un peu plus simple et voilà, c'est un axe assez significatif pour que lui puisse se développer. Donc, il a fait cette analyse de coût qui était assez bluffante. Ce qui l'a intéressé aussi, c'est beaucoup d'accès à la donnée. Je parlais de vraiment regarder par rapport à lui son besoin. Il a, et ces slides-là datent de leur achat de Salesforce, n'était pas encore consommé, mais lui avait Salesforce. Et voilà, ce connecteur que Tableau avait déjà dans Salesforce, l'intérêt aussi, c'est aussi pour pouvoir aller chercher de l'information dans son CRM. Donc voilà, c'est de se battre aussi sur des sphères aujourd'hui, quel que soit l'outil que vous voulez choisir, sur la fonctionnalité ou les fonctionnalités qui aujourd'hui peuvent vous aider à améliorer votre performance, mieux monétiser et valoriser votre patrimoine d'informations et de données. Donc voilà, ça a été un petit peu ce côté où dans l'aspect où il est parti sur la partie tableau. Néanmoins, il a quand même, puisqu'il avait déjà Power BI dans ses infrastructures, il l'a simplement réduit ou cantonné à une utilisation un petit peu différente, très peut-être tabulaire ou très contrôle de gestion, contrôle de gestion, qui sont des fois des gens très Excel perfect, qui avaient besoin de quelque chose de très poussé. Donc, ils ont quand même aujourd'hui orienté plutôt ce choix large sur Tableau pour de la self-service et data vise outils sur cette puissance-là, mais garder un périmètre sur des choses un peu différentes qu'ils voulaient avoir sur cette partie-là. Les tarifs, on en parlait tout à l'heure de Tableau, ce que ça a été un petit peu son game changer sur ça. Ce qui l'a intéressé aussi, c'était dans cette offre, maintenant Tableau intègre des choses comme dans l'offre packagé Creator du Tableau Prep Builder aussi, qui permet, vous voyez, façon toujours Tableau, de commencer aussi à se préparer ses informations, ses données, la data prep. Donc ça, c'était aussi important, plutôt que de monter des serveurs avec du SSIS à l'intérieur, puisqu'il avait toute la suite Microsoft. Ça a été un levier pour lui d'aller vite. Tout à l'heure, on parlait d'aller plus vite. Dans la BI d'aujourd'hui, ça a été ça aussi, son axe de choix, c'était d'être capable d'aller vite. Il n'y a pas de code, on fait des drag and drop, on se connecte, on pivote les tables, on crée des champs calculés et on publie, c'est simple à faire.
et cette partie un petit peu aussi catalogue. Le catalogage de données a été pour lui, et en plus avec Tableau, il est ouvert à autre que l'Hyper. On n'a pas que l'Hyper, on peut faire rentrer d'autres informations. Donc ça a été aussi pour lui d'essayer de centraliser les données dans un seul et même réceptacle qui va être capable demain, un utilisateur, quand il va vouloir se créer son rapport, il sait que la donnée elle a été validée, certifiée, cataloguée, et il peut créer son tableau de bord assez facilement. Donc ça, voilà, ça a été aujourd'hui son axe et sa réflexion pour le choix de tableau quotidien. Une partie un petit peu round 3 qui est quelle est aujourd'hui cette vision du futur. C'est aussi important de regarder dans ces investissements, bien qu'on se rende compte que on a tendance maintenant à pas forcément, on va pas regarder à 10 ans, on va pas regarder à 10 ans notre investissement entre guillemets, mais c'est vrai que plutôt on va se dire, est-ce que dans un laps de temps court et un investissement mesuré, je vais être capable de résoudre mon problème. Et après, bien sûr, si on peut regarder cette stratégie future, ça peut être un intérêt quand même sur ça. Donc Power BI, on le sait, c'est un produit de chez Microsoft, qui est la première entreprise du monde aujourd'hui, hein, selon les dernières analyses qui ont été faites. Tableau est propriété de Salesforce, la 7e entreprise aujourd'hui au monde, et Qlik aujourd'hui fait partie d'un conglomérat equity de Thomas Bravo LLC. Donc voilà, c'est 3 dynamiques un petit peu différentes avec des éditeurs, des purs éditeurs de logiciels, et derrière un fonds d'investissement. Des roadmaps. Sur la roadmap Power BI, elle est un peu moins connue en termes de temporalité, mais aujourd'hui, elle s'oriente beaucoup sur effectivement le big data et surtout Azure, qui est un réel pour eux angle de diversité sur cette partie stratégique future. Tableau, c'est quand même 3 releases par an sur Tableau et quasi une release par mois sur la partie data prep, donc quelque chose de très agressif. Qlik, on est pareil sur 3 releases aujourd'hui par an sur ce marché. La partie prédictive, de l'achat, de l'intégration de la prédiction, directement intégrée à SQL Server pour la partie Power BI. Aujourd'hui, plutôt de l'intégration R et Python aux alentours de Qlik et Tableau. Une grosse communauté à la fois sur la partie Qlik, Tableau et Power BI aujourd'hui. Une petite chose un petit peu différente, le NLP, Ask Data avec des rachats qu'a fait Tableau, Hyper sur cette partie-là qui permet de Hyper et ClearGraph qui ont permis d'introduire de l'in-memory et du NLP. Donc voilà, cette force du futur d'essayer de porter sur ça, ce que démontre très souvent le Gartner. Donc voilà un petit peu une communauté Tableau public, un store qu'on a aussi chez Qlik. Donc voilà, ça a été un petit peu ces visions futures. On imagine bien avec le rachat de Salesforce que les intégrations de Einstein aujourd'hui, qui a été un assez gros moteur de prédiction chez Salesforce, quand il va être intégré aujourd'hui sur cette partie-là, va donner aussi un angle futur qui va être intéressant aujourd'hui à réfléchir quand il faudra faire ce choix. Donc voilà, c'est aujourd'hui Power BI très intégré au monde SQL, cette partie tableau aujourd'hui qui commence à faire beaucoup de bruit, notamment même avec Salesforce ou les rachats qu'ils ont fait, Hyper, ClearGraph, et Qlik aujourd'hui qui continue avec des achats d'Analytics qui permet aujourd'hui d'augmenter aussi cette gestion de données. Donc voilà un petit peu le round 4, comment il s'organise. Voilà l'idée de vous donner des petits trucs et astuces sur comment faire un choix, comment aiguiller un choix autour d'outils de la BI sur voilà, est-ce que en termes de force, de faiblesse, comment j'oriente mon analyse. C'est aussi la méthode. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est aussi cette méthode de se dire voilà, en fonction de moi, mon besoin, en fonction de comment je vais me positionner. C'était l'idée de ce webinaire aujourd'hui. Farok, je te laisse reprendre la main, voir s'il y a des questions aujourd'hui sur le chat. Oui, merci Mathieu pour cette présentation. Il y a eu de nombreuses questions, donc on va en sélectionner quelques-unes et pour le reste, on reviendra dessus ultérieurement. Donc la première question, c'est celle de Constance qui nous dit « Y a-t-il une vraie différence d'utilisation et de fonctionnalité entre ces 3 logiciels de BI ?»
Alors, bonjour Constance. L'idée, est-ce qu'il y a une vraie différence de fonctionnalité? L'idée, c'est vraiment, alors c'est un débat qui est très, très complexe et très long, mais dans l'idée, ce qui va avoir du sens, c'est de regarder vraiment dans vous ce que vous voulez faire avec ces produits, ou surtout pas avec ces produits, mais avec l'analyse que vous avez besoin d'en faire. Tout à l'heure, quand je nommais le client, les éléments différenciants, ça a été ce côté géographique. Donc ça, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, ce côté géocodage de l'information, le buffer, c'est une fonctionnalité qu'on va retrouver uniquement sur cette partie de tableau. L'infobulle est aussi aujourd'hui, dans cette mesure aussi détaillée où on peut ajouter des graphiques dans cette infobulle, est aussi une fonctionnalité sur cette partie tableau, sur cette orientation-là. Donc il y a des grosses différences. Il y a des différences sur la façon de calculer, les formules qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur. Mais c'est vrai que l'orientation, il faut aussi la regarder. Si on fait du 1 pour 1, bon, ça va être très complexe et très long. Mais si on regarde par rapport à des choses que vous, au quotidien, vous pourriez avoir besoin, on pourrait regarder est-ce qu'elles sont plus simples d'un côté comme de l'autre, est-ce qu'elles sont possibles d'un côté comme de l'autre. Et c'est vrai que voilà, sur ce retour que j'avais tout à l'heure, ce qui a beaucoup joué, c'est voilà, le côté géographique qui a été directement, on peut faire des calculs géographiques, du géocodage natif dans la partie de tableau, des infobulles aujourd'hui qui ont été possibles de mettre en place. Voilà, c'est 3 grosses fonctionnalités. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Le NLP est déjà en place dans cette partie tableau. Vous pouvez déjà dire analyse-moi les ventes par catégorie et vous créez votre graphique. Donc, il y a des petites avancées qui sont déjà positionnées un peu plus sur tableau, mais les autres ont aussi des cartes à jouer sur ça. Merci Mathieu pour ta réponse. On a une autre question qui est parmi les challengers et visionnaires de Gartner, quels sont les outils qui peuvent prétendre à passer leader l'année prochaine selon vous? Alors, aujourd'hui, quand on regarde beaucoup d'analyses du marché, le marché il s'oriente beaucoup. Là, il y en a plein qui le disent, le Gartner notamment, mais bien d'autres aussi sur ça. Notre ami Philippe Newbourg en parle très souvent. C'est ce qu'on va appeler le NLP, le Natural Language Processing. Vous l'utilisez peut-être déjà au quotidien, vous, soit sur votre téléphone, sur les box Amazon, Google ou Siri notamment. Demain, beaucoup d'accès à cette information seront drivés par ces produits-là. Alors, des produits qui aujourd'hui sont taillés beaucoup sur ça, qui est devenu leader cette année, c'est Southpot, qui lui permet déjà d'être ready. Il a été créé pour ça à la base. Il est issu de ce monde-là. Donc il peut être demain s'il y a des projets un petit peu de réflexion à avoir, c'est d'essayer d'orienter vos analyses sur cette partie NLP. Et bien qu'aujourd'hui on se dise c'est un peu futuriste. Moi je me suis acheté une box Google, c'est vrai que c'est un peu futuriste les choses, mais on se rend compte que demain, pour des clients ou pour des collaborateurs qui auraient besoin de dire, voilà, qui arrivent à une réunion et qui dit donnez-moi les ventes, les résultats des ventes pour le produit Intel, qu'on a une réponse, bah, on drive la réunion d'une façon un petit peu différente. Donc c'est vraiment cet axe, je pense, demain, qui pourrait faire la différence au quotidien. Merci. On a également une question qui est, est-ce que Tableau Prep est inclus dans les licences? Alors aujourd'hui, oui, Tableau Prep est inclus dans la partie, ce qu'on appelle Creator. Vous avez trois grands thèmes aujourd'hui chez Tableau. Vous aviez le partie Creator, la partie Explorer et la partie Viewer. Et dans le Creator, vous avez la partie Tableau Prep qui est inclus. Vous avez tout pour créer en fait vos connexions vers les données, les certifier, les valider, les publier et mettre à disposition de vos collaborateurs. Donc oui. Merci. Alors, on a une autre question qui est Google avait Data Studio et a racheté Looker. Microsoft est un historique de la BI et a Power BI. Amazon n'a que QuickSight, une solution presque inconnue. Est-ce que vous pensez que la consolidation va se poursuivre et notamment que Amazon va réaliser un achat pour l'analytics, la DataVis? Et si oui, quel pourrait être ce rachat? Tentez un pronostic.
il y a plein de, il y a ce marché de la BI est très vaste aujourd'hui. Hein. On peut très facilement regarder, se remettre par exemple sur le Gartner aujourd'hui. Ce marché de la BI, il est très très vaste. Effectivement, Looker a été racheté il y a quelques temps par la société Google. On a vu des suppositions où Google voulait se rapprocher de sociétés comme Salesforce, avec des rachats colossaux sur cette partie-là. Est-ce qu'on va arriver à ne garder que quatre fleurons aujourd'hui sur cette partie-là? Moi, si demain il y avait une société qui potentiellement se ferait racheter, je me dirais que on pourrait s'orienter vers quelqu'un qui se ferait racheter comme SalesSpot, et ça pourrait intéresser un acteur comme Microsoft de racheter cette société pour ajouter à son offre, et tout en gardant un peu de la partie interactive du NLP qui pour aujourd'hui avec Cortana existe, mais peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose plus orienté data sur cette partie-là, là où ils sont un peu à la traîne sur cette partie-là. Donc, s'il y avait peut-être ça, je dirais cette probabilité-là. Et ceux qui arrivent juste pour finir, ceux qui arrivent avec beaucoup de force aujourd'hui, qu'il faut aussi, à mon avis, regarder de loin, c'est nos amis d'Alibaba. Alibaba Cloud qui arrive aussi. Amazon l'a peut-être pas réussi encore, mais nos petits amis d'Alibaba qui arrivent, et beaucoup de sociétés commencent à avoir des connecteurs natifs pour cette solution. Donc peut-être que Alibaba peut demain être un gros acteur de la BI. Super, merci. On a énormément de questions, on va en sélectionner encore 2. Donc ça tombe bien, Mathieu, que tu nous parles de SouthSpot, puisqu'il y a quelqu'un qui te demande que pensez-vous de SouthSpot, qui est le 4e leader? Alors, SouthSpot, effectivement, je suis depuis pas mal d'années. Alors, est-ce qu'il est arrivé un peu tôt ou tard sur le marché? Ça serait peut-être une des réflexions du fait que le NLP, puisque pour moi, dans les dernières versions que j'avais regardées, il est taillé NLP, il marche très très bien. Historiquement, il était plus complexe puisque le NLP ne fonctionnait qu'en anglais. C'était une des faiblesses, peut-être que je ne suis pas retourné récemment, mais c'était une des faiblesses aujourd'hui qui faisait que, alors certes, notre marché français n'est pas un des premiers marchés mondiaux de la BI, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il lui manque peut-être ce petit côté de s'internationaliser pour pouvoir être un réel et gros leader du marché de la BI. Donc voilà, il est rentré, donc aujourd'hui il y a quand même un poids, il a un poids. Il y a des acteurs qui étaient chez Microsoft, Adobe, qui sont rendus dans ces sociétés-là. Donc il y a, à mon avis, un réel intérêt à les regarder. Maintenant, c'est vrai que voilà, si ce côté internationalisation de l'accès à cette information pourrait être un axe important, et voilà, je pense que ça peut être un bel outil, mais c'est vrai que aujourd'hui, le choix il va être de se dire soit je prends un acteur 100% NLP qui vers que ça, ou est-ce que j'essaie d'aller vers un produit, en l'occurrence, on le disait, un tableau l'a déjà, Microsoft Cortana l'a déjà, est-ce que j'essaie quelqu'un qui l'a, ou est-ce que je prends un pure player? C'est là la réflexion un petit peu que je pourrais avoir. Merci. Et enfin, dernière question, que pensez-vous de la BI open source? La BI open source, notamment, il en existe, hein, il y a des outils comme Pentao qui vont même très très loin, puisqu'ils font à la fois des choses en prep et en vise. Aujourd'hui, je vais peut-être être KO sur cette question. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est un petit peu le même match qu'il y a eu il y a quelques temps avec Excel, Word, etc., où il y avait OpenOffice, qui a été éclipsé au fur et à mesure dans le temps par rapport
par rapport à Microsoft Office. Je pense qu'aujourd'hui, la BI open source reste trop compliquée, reste trop coding, entre guillemets, puisque souvent c'est basé sur du Eclipse à l'intérieur. Donc c'est aujourd'hui, je connais des entreprises qui les utilisent, c'est plutôt l'IT qui va l'utiliser et le mettre en forme. Mais c'est vrai que dans le virage que prend cette BI, un peu, comme on disait en tout début, analytics, self-service, ils ont encore un peu de chemin à faire et c'est pas si évident que ça de la mettre en place et de la faire vivre. Il y a toujours eu un petit peu ces complexités qui est de dire migrer un Pentao quand vous êtes rentré un peu plus dans le détail du code. C'est pas simple, c'est un vrai projet. Migrer des solutions comme Qlik, Tableau et Power BI, je ne vais pas dire que c'est en 3 clics, mais c'est plus safe et c'est plus rapide. Ok, super. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour toutes les autres questions, on reviendra vers vous ultérieurement. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Voilà l'idée, je vous mets mes coordonnées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à ce qu'on se contacte sur Twitter, LinkedIn, si vous avez d'autres questions. Je ferai une joie de discuter de ces sujets passionnants avec vous. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. Au revoir, à bientôt.